Jacques Paillet, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu et merci pour l'opportunité. Donc, pour commencer, je voudrais bien savoir où et comment vous avez débuté votre pratique des arts martiaux. Je pense que depuis que j'étais môme, j'ai toujours été attiré par les arts martiaux. Je pense que c'est l'influence de Bruce Lee. Mais comme j'étais à La Réunion, il y avait quelques pratiquants du judo, mais c'était assez loin et donc c'était pratiquement impossible de trouver un professeur. Donc j'ai dû attendre mes études à Lyon. Donc quand j'ai quitté La Réunion, j'ai passé peut-être 4 ou 5 ans à Lyon. Et à ce moment-là, donc j'ai commencé tout de suite. J'ai commencé par le kung-fu, ensuite j'ai touché un peu au karaté, au shotokan. Et puis j'ai commencé le jiu-jitsu. Et c'est là qu'un jour, j'ai vu une projection en 8 mm de Shoda Gozo, donc un petit bonhomme qui, tout en se marrant, projetait des gens beaucoup plus costauds que lui. Et j'ai dit que ça ressemble à la magique et j'aimerais bien aller voir ce que c'est, si c'est vraiment ça, quoi. Et c'est comme ça qu'à 22 ans, sans rien connaître du Japon, sans connaître personne ici, j'ai décidé, avec ma jeunesse, toute ma jeunesse, sur un coup de folie, donc de venir au Japon et de rencontrer Shoda Sensei. Voilà. Donc vous n'aviez pas pratiqué l'aïkido en France? Non. Non. D'ailleurs, j'avais une image assez négative de l'aïkido. C'était trop faible, c'était pas assez viril. Donc moi, je voulais surtout le jiu-jitsu. C'était des gens beaucoup de virilité là-dedans. Et je voyais l'aïkido trop soft, trop machin. Et donc je pensais que, même comme j'ai vu le film en japonais, donc je ne savais pas que c'était de l'aïkido. Je pensais que c'était du jiu-jitsu. D'accord. Donc je suis venu ici et j'ai cherché Shoda Gozo, professeur de jiu-jitsu. Donc évidemment, tout le monde était surpris. Et après j'ai compris bien sûr que c'était l'aïkido, c'était de Yoshinkan. Donc je pense que si Shoda Sensei faisait du karaté ou faisait autre chose, j'aurais aujourd'hui pratiqué cette discipline. D'accord. Oui, parce que quand j'ai un petit peu regardé votre biographie, j'étais étonné que vous alliez directement vers Shoda Sensei, alors que n'importe qui aurait dit, bon, Shoda Sensei est très bon, il fait de l'aïkido, je vais faire de l'aïkido. Voilà. Et même en arrivant au Japon, à Tokyo, il y a des endroits où potentiellement faire de l'aïkido. Voilà. Mais vous êtes parti directement. Ah non, moi je suis venu chercher Shoda Sensei. Donc je suis passé vraiment par la petite porte, quoi. Donc j'imagine, oui, la petite porte dans le sens aucune introduction. Voilà, rien du tout. Donc, et en plus, donc c'était en 80. En 80, donc il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Et comme je parlais même pas très peu d'anglais, et donc il n'y avait aucune information. Donc j'avais juste le nom. Donc je débarquais à Tokyo et puis quand j'étais à Lyon, j'avais fait connaissance d'une étudiante japonaise et on s'était liés d'amitié. Et donc quand je suis arrivé, bon, je l'ai appelé. Et, il faut que tu m'aides à trouver ce professeur. Il fait du jiu-jitsu. Il faut le trouver, quoi. Et donc c'est elle qui m'a assisté. On a fait pratiquement tous les 2 jours de Tokyo. On est allé voir, et puis finalement on est allé à Omiya voir un dojo d'Akoryu. Et c'est à ce moment-là que le professeur là-bas nous a dit je connais Shoda Sensei, il habite son dojo est à Koganei. Et c'est comme ça qu'on a cherché dans les pages jaunes du téléphone, on a appelé et c'est comme ça que j'ai joint le dojo, quoi. Alors, évidemment, on se demande, vu l'époque déjà, c'était probablement très différent par rapport à aujourd'hui. Comment s'est passée votre arrivée là-bas, quoi? C'était assez chaotique, mais surtout j'avais très peu de moyens financiers, donc j'avais très peu d'économies. Et donc, en plus, donc j'ai mis une annonce, j'étais à l'université de Tokyo, donc département de littérature française. Et j'ai mis une annonce en français, un jeune étudiant voudrait partager le logement avec un japonais. Et donc j'ai eu une réponse une jour d'après, je crois. Mais c'était assez loin, c'est sur Saitama. Donc on a partagé l'appartement avec lui.
Et puis, vers 2 heures, je faisais 2 heures de route en train et j'allais à Koganei et je m'entraînais comme les cours pour débutants, je crois que c'était à 16 heures, de 16 heures à 20 heures, quelque chose comme ça. Donc je faisais 3 heures et puis je rentrais le soir. Mais au bout d'un mois, mes économies étaient parties. Hein. Et donc, le dernier jour, donc, je dis au revoir à tout le monde, et puis j'allais au dojo pour dire, je suis vraiment désolé, mais il faut que je parte, parce que j'ai plus de sous. Et comme par hasard, sur le parking, il y avait le fils de Shio Gozo, qui lui avait l'intention d'aller en Angleterre pour enseigner. Donc, il cherchait un étranger pour parler en anglais. Donc, il était très excité de parler avec un anglais, un français, mais avec surtout, et en plus, comme tous les deux, on ne maîtrisait pas la langue bien, donc avec quelques mots, on arrivait à se comprendre. Et donc, je lui ai expliqué la situation, et il m'a dit, aujourd'hui, ça doit être ton jour de chance, parce que mon père est là, donc si tu veux, je peux te l'introduire. Parce que je lui disais que je suis venu exprès au Japon pour rencontrer son père, mais depuis un mois que je suis là, je ne l'ai même pas vu, et donc ce serait vraiment dommage de faire tout ce trajet-là et de repartir sans l'avoir vu. Donc il m'a dit ok, pas de problème, il m'a emmené directement au bureau du Shioda Gozo. Et puis il a expliqué, et puis au bout d'un moment, Shioda qui est tout petit, il s'est levé, il m'a regardé bien droit dans les yeux, il a dit c'est vrai que tu es venu exprès pour faire l'aïkido et que tu voudrais rester. Alors je lui ai dit bien sûr. Et il m'a dit bon si tu es courageux, si tu peux te lever tôt le matin, faire toutes les corvées, et en plus tu peux faire 6 heures de cours par jour, alors tu es bienvenu rester au dojo, tu n'as rien à payer. Très peu je crois que c'est payé juste pour les commodités, pour l'eau, l'électricité, des trucs comme ça. Si ça t'intéresse, tu peux rester 3 mois. Et si je pense que tu le mérites, on verra après. Donc je tombé des nues et je l'ai remercié tout de suite et j'ai dit accepter tout de suite. Et c'est comme ça que tout d'un coup, ma vie s'est complètement changée et que le jour suivant, j'ai emménagé dans le dojo. C'est une chose que moi j'ai entendue effectivement d'un de mes professeurs de Daitoryu qui s'est entraîné pendant un moment dans les années 60 au Yoshinkan. Et il m'avait fait une remarque quand je lui ai demandé justement s'il avait suivi beaucoup de cours avec Shioda Sensei. Il m'avait dit non, il était trop important déjà, on ne pouvait pas suivre des cours avec lui comme ça. Donc est-ce qu'il enseignait régulièrement ou c'était des cours particuliers comment ça se passait? Moi, je crois que la première entrée au Yoshinkan c'était en octobre. 1er octobre, je crois, 1980. Et à ce moment-là, il faisait des cours réguliers le soir, peut-être, je crois que c'est le mardi soir, pendant 1 heure, et le vendredi, quelque chose comme ça. Autrement, c'était il faisait des cours pour ceinture noire, ou des cours spéciaux, pendant 2 fois peut-être dans la semaine. Et le reste des cours, c'était fait par ses instructeurs. Lui, il circulait. Par exemple, moi, d'abord, je n'ai pas pris vraiment son uke jusqu'à... Il faut être shodan. Avant shodan, tu ne peux pas prendre son uke. Et aussi, moi, il ne m'a pas parlé pendant 1 an, à peu près, il ne m'a pas parlé du tout. S'il avait quelque chose, il voyait quelque chose que je faisais mal, il allait voir notre instructeur, il disait me corriger. Mais il n'y a aucun contact direct. Et donc il a fallu attendre quand j'étais au Uchideshi, bien sûr, comme je m'occupais de lui, je ne pouvais pas dire que je pouvais lui parler librement, mais il y avait une certaine communication. Et aussi je prenais ses uke. Ouais. Donc parce qu'il y a un débat en fait, même au Japon, sur le sens actuel du terme Uchideshi. Là, dans l'occurrence, il y avait une relation directe avec, donc c'était Uchideshi de Shioda Gozo.
plus que résident au Yoshingan. Voilà. Et ça, moi, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai été inclus dans ce petit groupe de Uchideshi, dans le sens où beaucoup de l'entraînement était fait hors du tatami. Donc, c'était vraiment encore l'enseignement traditionnel. Où, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que il y avait le couloir, il y avait un bureau, le bureau où tous les instructeurs, tout le monde, les déchis étaient là, et il y avait le bureau de Shuda Sensei à côté, et il y avait deux portes, une porte ici, une porte ici. Et donc, l'entraînement, c'était de sentir, de sentir à quel moment Shuda Sensei allait sortir de son bureau. Mais comme il y a deux portes, on ne sait pas quelle porte. Donc l'entraînement, c'était de deviner ça dépend si on était peut-être en train de discuter ou en train de boire ou quoi que ce soit, mais tout de suite, avec le bruit de la porte qui ouvrait, on savait tout de suite quelle porte c'était et on se lançait pour ouvrir la porte des toilettes, pour se présenter. Il y avait le sens du timing et de ne pas réfléchir, que le corps réagisse automatiquement. Et ça, c'était l'enseignement du Uchideshi. Il y avait tout ce côté un peu du non-dit qui était là et qui devenait presque automatique. Et le corps se déplaçait tout seul pratiquement. Et ça, c'était pas conscient, mais ça, pour moi, ça m'a apporté énormément. Parce que je pouvais vraiment, au bout de certain temps, voir comment c'était une connaissance extraordinaire qui me servait dans la technique ou sur le tatami, quoi, plus tard. Et après, c'est pareil pour le bain, par exemple. C'est vraiment faire le bain, mais là, c'est tellement japonais, dans le sens où il n'y a pas de parole, c'est une communication, comment on appelle ça, par osmose. Il faut être là dans le bon moment. On ne peut pas hésiter, il faut être là. Et il faut apprendre, c'est du cœur à cœur, quoi. C'est de corps à corps ou cœur à cœur. C'est un enseignement vraiment unique. Et ça, je pense que c'est ça ce qui manque peut-être aujourd'hui. C'est ça peut-être pour moi. Sans ça, je pense que ma vision de l'aïkido aurait complètement été différente. À ce sujet du rapport de Shindenshin ou voilà, Uchideshi, la dernière personne avec qui j'ai parlé qui a vécu ça, hormis vous, c'était dans un domaine complètement différent, du Rakugo. Katsura Sunshine, qui a vécu avec son maître et qui a vécu exactement de cette façon. Et la question qu'on se posait, c'est effectivement, si on veut apprendre à fond un art, c'est assez difficile dans le système japonais de faire autrement que ça. Et la question, donc c'est pas accessible à tout le monde, forcément, par dessin. Et est-ce que ce système, de toute façon, quoi qu'il arrive, est-ce qu'il il continue toujours ou est-ce que c'est en déclin? Je pense personnellement que c'est en déclin. Parce que il n'y a pas très longtemps, j'étais chez un sushi. Et il me disait que maintenant, pour devenir travailler, pour ouvrir son magasin, il suffit d'aller prendre des cours dans une école, faire une école pendant 1 an ou 2, et puis on a une qualification et donc c'est plus du tout nécessaire d'être Uchideshi, de nettoyer pendant 1 an ou 2 avant de pouvoir toucher le couteau et de faire les machins. Tout est fait de façon moderne. Et même je vois dans le Yoshinkan, le système n'existe plus. Donc je ne sais pas dans les autres arts comment ça va. Mais je pense que c'est en déclin. C'est pas du tout. Et je pense que aussi pour les jeunes japonais, ils ne sont plus du tout intéressés. Je ne pense pas qu'ils ont l'intention de passer 4 ou 5 années simplement à regarder ou à nettoyer. Ils veulent tout de suite passer à l'acte et apprendre, quoi. Ouais, et pourtant, sans avoir été dans cette relation sur le long terme, mais avoir été très proche de mon propre professeur en Daitoryu, c'est vrai que
je vois mal comment certaines choses, certains enseignements que j'ai reçus auraient pu passer autrement. Voilà. Sans être même capable d'ailleurs de les expliquer formellement. Exactement. Voilà. Parce que moi, je me souviens par exemple des trucs, quelque chose de banal, c'est que, par exemple, Shioda nous appelle, il dit amenez un coupe-ongle. Donc voilà, un coupe-ongle. Et puis bon, on regarde, on l'attend, donc il coupe ses ongles. Et puis, comme par hasard, il nous dit ah, bah, tiens, moi, ici, là, c'est vachement dur. Et puis, c'est même difficile pour moi de couper mes ongles. Donc, c'est un moyen pour lui d'expliquer que c'est là qu'il faut mettre l'équilibre, il faut mettre le poids, s'appuyer. Et donc, si on se trouve qu'on a un truc ici, ça veut dire que ça ne va pas, quoi. Donc, c'est une façon indirecte d'enseigner. Mais s'il n'y avait pas cette occasion-là, j'aurais jamais su que c'était ça le point important, parce que personne n'aurait dit. Donc il y a énormément d'épisodes comme ça qu'il faut être là à ce moment-là. Sinon, on ne sait pas. Et le sens ne se révèle d'ailleurs pas forcément immédiatement. J'imagine que vous repensez à des choses. Plus tard, voilà. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire là. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais passer à mes élèves, mais c'est difficile. Et le système donc, se meurt petit à petit faute de volonté peut-être d'élèves de passer sur ce type de relation sur le long terme, et en particulier s'il y a des voies parallèles plus rapides forcément. Voilà. Puisqu'on voit pas mal quand même, peut-être moins au Japon, mais en tout cas dans le reste du monde, de professionnalisation de l'aïkido. Voilà, c'est ça, oui. Et que pour être compétitif, il faut faire des stages, il faut avoir des grades. Voilà. Et qui a le temps de passer 10 ans complètement inconnu dans l'ombre, quoi. Ouais. Donc, c'est dommage, mais c'est peut-être le temps qui veut ça. Ouais. Et donc, comment est-ce que vous, justement, vous arrivez à dépasser ce manque, finalement, pédagogique via l'enseignement C'est pour ça que je voulais créer des cours un peu plus spécialisés et donc faire le Kenshusei avec la condition, c'est de vivre en communauté. Donc on a une maison et donc les Kenshusei sont obligés de rester pendant 1 an, donc de vivre en communauté. Donc c'est pas un hôtel. Il faut qu'ils s'occupent. Ils s'occupent vraiment c'est comme si c'était vraiment un dojo. Et en plus, j'essaye de garder. Bon, ça va pas aussi loin qu'un Uchideshi, mais c'est quand même. J'essaye de garder. C'est quand même ce qui pour moi était important. Le respect, l'attitude par rapport aux seniors. Se dépasser, bien sûr physiquement, mais aussi l'aspect mental aussi. J'essaie de faire un tout, quoi. Mais c'est de plus en plus difficile. Parce que les jeunes aujourd'hui, c'est difficile, ils ne peuvent pas supporter ça, quoi. Moi, je crois qu'il y a 2 ans de ça, il y a 2 jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, ils n'ont pas duré une semaine. Une semaine. Parce que ils sont sous choc, quoi. Ils ont plus ça, ils ont jamais vu ça, donc. Il y a certainement déjà un problème d'image par rapport à ça, parce que je reçois des mails régulièrement me demandant je veux absolument devenir Uchideshi, où est-ce que je peux être Uchideshi? Est-ce que tu comprends ce que c'est? Voilà. Est-ce que tu es prêt à tout plaquer sans vraiment de ressources Parce que c'est un sacrifice, c'est total, quoi. C'est pratiquement devenir l'esclave de quelqu'un. C'est ça. Et sans garantie. Et sans garantie. C'est pas comme un diplôme universitaire où on a un income derrière. Voilà, là c'est vraiment sans garantie. Pour revenir un tout petit peu sur le groupe d'Uchideshi à l'époque, on parle de combien de personnes à peu près, et y avait-il déjà des étrangers? Oui, quand je suis arrivé, il y avait un Français, Muguruza Jacques, qui lui aussi est resté 5 ans. Et je
crois qu'avant lui, il y avait quelqu'un de New Zealand qui est resté pendant 1 an. Et avant ça, je crois qu'il y avait un Coréen, mais c'est à peu près tout. Et donc, et Muguruza donc est parti au bout d'1 an, et donc je suis resté tout seul, j'étais le seul étranger. D'accord. Et de facto, une fois que vous rentrez dans le système d'Uchideshi, on vous donne au bout d'un certain temps des fonctions d'enseignement dans la structure? Oui, parce que quand je suis arrivé, donc j'ai commencé en 80, en 81, donc je suis devenu Uchideshi, et donc en 82-83, il commençait à y avoir plus d'étrangers qui venaient au Japon, donc qui venaient s'entraîner au dojo. Donc ils m'ont donné je pense que c'est aussi parce qu'ils ne voulaient pas ça. C'était plus facile que ce soit moi qui m'occupe d'eux, quoi. Donc mon rôle c'était d'enseigner aux débutants et surtout aux étrangers. Et au bout d'un certain temps, c'était en même temps les étrangers, les Japonais en même temps. Donc je me suis occupé des débutants comme ça. Donc j'étais assistant instructeur. Et puis plus tard, je suis devenu instructeur, quoi. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres systèmes en place d'instructeurs hors du programme Uchideshi lui-même. À l'époque où j'étais au Yoshinkan, non, il fallait être Uchideshi. Okay. C'était surtout au niveau interne. D'accord. Il n'y avait personne qui venait de l'extérieur et qui pouvait devenir Uchideshi. D'accord. Une différence évidente par rapport au fonctionnement de l'Aikikai, que moi je connais mieux, c'est qu'il y a eu des étrangers dans le corps enseignant du Yoshinkan depuis assez longtemps. Oui. Ce qui n'est toujours pas le cas à l'Aikikai. Est-ce que vous savez comment ça s'est goupillé au départ et quelle était l'idée derrière ça? Je pense que tout vient de la relation avec Shioda Sensei. Je pense que Shioda Sensei, je ne sais plus son nom, mais il y a un Anglais qui était élève dans les années 50 au début. Et lui, il était assez proche de Shioda Sensei. Et comme il était aisé, je crois quand il est rentré en Angleterre, il a donné sa maison. Donc la maison où habitait jusqu'à sa mort Shioda Sensei appartenait à un de ses élèves. Il l'a donné, parce que c'était comme ça. Et donc parce qu'il le respectait, et Shioda, je pense que ça a joué beaucoup aussi. Donc depuis ce niveau-là, il y a toujours une bonne relation avec. Il était très ouvert, quoi, ouvert d'esprit. Et je pense aussi qu'il a vu que les Uchideshi qui étaient là, que ce soit New Zealand ou le français, Jacques Muguruza, ils aimaient vraiment l'aïkido, ils avaient fait de leur mieux. Donc je pense qu'il avait un certain respect pour ça. Et donc il était ouvert. C'est pour ça que je pense que c'est ce qui a fait la différence, je suppose. Une fois que ces Uchideshi rentraient chez eux, qu'est-ce qui se passait? Il y avait toujours un genre de contact continu avec le Yoshinkan. Je pense par exemple en termes de curriculum ou de critères d'examen, de choses comme ça, ou est-ce que chacun faisait un peu son truc? Non, c'est toujours... c'est un petit peu différent depuis qu'ils ont créé le Yoshinkan International. Mais avant, c'était seulement une ligne avec Shioda Sensei, et donc il y avait un seul curriculum, et tous les défis suivaient la lettre. Et donc au départ, il y avait très peu de branches, vraiment. D'abord, c'est l'un des plus vieux Uchideshi, Kushida Sensei, en 1973, je crois. Il est allé à Michigan, aux États-Unis, et c'est lui qui a vraiment développé le Yoshinkan aux États-Unis. Et donc il y avait donc de Shibucho, et c'est le Shibucho qui recommandait les élèves et qui passait directement au Japon. Donc il y avait un problème de confiance tout à fait. Et il suivait vraiment le curriculum du Hombu. Et pratiquement jusqu'à 1990,
là où il y a eu l'AYF. Et à ce moment-là, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Donc on a perdu un peu cette relation très forte entre le handball et l'étranger.